Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute. Bonjour, bienvenue sur Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Je suis Bertrand Viret, le fondateur de Filao Ingénieur Conseil, bureau d'études en environnement. Dans cet épisode, nous allons parler d'entrepreneuriat à partir des produits naturels, nous allons parler de cosmétiques, nous allons parler de sport et peut-être encore d'autres choses. Et pour cela, nous recevons aujourd'hui Agnès Crochemar-Galou. Bonjour Agnès. Bonjour Bertrand. Alors Agnès est la fondatrice du laboratoire Natillé et pharmacienne en officine. Tout à fait. Je te laisserai te présenter davantage. Bien joué. Alors bonjour à tous, merci Bertrand pour ton invitation que j'accueille avec grand plaisir, parce que je suis également dans d'autres vies podcasteuses, donc c'est un format que j'affectionne beaucoup. Et donc pour mes différentes casquettes, je trouve que tu t'es très bien débrouillée. Donc fondatrice du laboratoire Natillé depuis 2016 maintenant, et pharmacienne d'officine depuis 10 ans bientôt. J'ai aussi d'autres casquettes en tant que formatrice, donc je suis aussi formatrice pour les professionnels de santé, mais aussi j'organise des formations thématiques ou des conférences débats pour mieux sensibiliser les personnes à prendre soin d'eux, à connaître et à comprendre leurs maux, et particulièrement dans le cadre des douleurs, les douleurs, tout ce qui fait mal, les douleurs chroniques particulièrement. Ouais. Douleurs musculaires, douleurs articulaires qui touchent en fait énormément de personnes et pour lesquelles il n'y a pas forcément de solution adaptée. Parfois, c'est juste soulager, améliorer la qualité de vie, mais faut-il mieux la comprendre, se faire écouter par les bons professionnels qui sont formés. Et du coup, je me bats un petit peu pour ça. Et à côté de ça, je fais aussi un peu de consulting réglementaire. Ah ouais. Donc, j'accompagne aussi d'autres entrepreneurs. C'est pas une énorme partie de mon temps, mais comme j'aime partager, j'aime échanger, j'aime aussi partager ce que j'ai pu apprendre, ce que j'ai pu faire aussi dans le cadre de mon entreprise auprès d'autres entrepreneurs, soit qui se lancent ou bien qui souhaiteraient se mettre en conformité, parce qu'il y a quand même des spécificités. Et, pour la cosmétique spécifiquement? Pour la cosmétique, et on dévie un petit peu sur les compléments alimentaires, mais voilà. D'accord. Ouais, Okay. c'est deux casquettes. Revenons à Natillé. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? Alors, Natillé, c'est un laboratoire de recherche, de production qui est collaboratif et qui est spécialisé dans les douleurs, qui valorise les plantes de la pharmacopée caribéenne pour résoudre les maux du quotidien. Donc voilà, nous, on est vraiment spécialisé dans les douleurs de plus en plus parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie demande, un vrai besoin. Et on a aussi volonté d'associer l'innovation à la tradition. Donc de vraiment remettre au goût du jour, par exemple, des remèdes traditionnels un peu oubliés, un peu effacés, mais qui pour autant ont une grande efficacité, et de s'intégrer dans des programmes de recherche, par exemple, pour pouvoir faire valider des allégations ou ce genre. Ouais, d'accord. Ça me rappelle cet épisode qu'on avait fait avec Maëva Marcin de la Sofouille. Ça tombe bien, j'aimerais bien ses coordonnées. Ah, c'est toi qui nous les as demandé tout à l'heure. Voilà. Ouais. N'oublie pas de me donner son numéro. Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est ça, où elle expliquait qu'en fait, maintenant, scientifiquement, on arrivait à comprendre ce qui était fait dans les jardins créoles de manière empirique, on va dire, au fil des années. Donc là, c'est le même principe, mais sur la pharmacopée tout à fait. locale. Et la rendre accessible et faire comprendre que, oui, on a tous des savoirs qui sont parfois empiriques, qui sont transmis par nos parents, par nos grands-parents, par un voisin, quelqu'un qui s'y connaît ou qui a toujours traditionnellement fonctionné comme ça. Maintenant, derrière, quand on est dans une démarche de vente, c'est bien d'avoir ce côté quand même sécuritaire, ce côté reconnaissance, parce qu'il y a aussi énormément de confusion entre les espèces. Et ça peut arriver qu'il y ait derrière des dégâts ou des personnes qui se présentent en pharmacie et on ne sait pas trop comment les orienter puisqu'on ne sait pas justement ce qu'ils ont consommé. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc on est vraiment très ouverts, on accueille un peu tout le monde. Vous faites de la formation ou de la sensibilisation? On fait plutôt de la sensibilisation pour l'instant. Ouais. Après, c'est vrai qu'en projet, on a aussi d'accompagner au mieux. Nous, notre force, c'est plutôt la transformation dans le côté sécuritaire de ces remèdes-là,
plutôt que T'expliquer comment s'en servir. Exactement. Une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. Exactement. Nous, on est dans le côté sécuritaire et puis par mon rôle de professionnel de santé, le but, c'est d'accompagner, de prévenir, mais de proposer ces solutions-là parce que c'est vrai que moi, j'ai fait pas mal de formations complémentaires universitaires, notamment en phytothérapie et en aromathérapie. D'accord. Et dans ces formations-là, on parle exclusivement des plantes de métropole. Ah ouais. Et quand on se retrouve en pharmacie à conseiller à quelqu'un, prenez de l'aubépine, c'est très bien pour votre cœur. Ouais. Si vous avez des palpitations, oui. Derrière la personne, elle s'attend quand même à ce qu'on lui propose des plantes locales. Et c'est pas souvent le cas parce que justement, on n'est pas armé pour à la fois avoir ces connaissances-là, mais aussi pour fournir les produits. Parce que qui derrière commercialise ces produits-là en pharmacie, on n'en a pas. Le professeur Henri Joseph, c'était un des pionniers à s'intéresser à la pharmacopée. Tu as, j'imagine, échangé avec lui quand tu t'es lancé ou pas? On a échangé, ça remonte à longtemps, que j'étais en thèse de pharmacie. Après, on n'a pas forcément continué sur mon projet en tant que tel, parce qu'il avait vraiment son projet à côté. Donc je remercie d'avoir ouvert la réflexion sur la pharmacopée et de l'avoir intégrée, parce que c'est vrai que c'est des choses qui ont demandé un travail faramineux. Et alors là, tu nous as parlé du laboratoire, mais il y a aussi justement des produits que vous vendez. Tout à fait. Tu peux nous les décrire? Alors moi, j'ai 2 produits pour l'instant, un 3e avec une huile qu'on vient de sortir. Donc avant de parler des produits, j'aime bien parler de l'histoire des produits. Vas-y, ouais. Parce que c'est important. Donc moi, j'ai fait du sport à haut niveau élite en métropole avant de rentrer. Et j'ai toujours eu mal au genou, mais j'ai jamais su pourquoi. Maintenant, je sais, mais ça m'a pris 15 ans pour comprendre exactement ce que j'avais et surtout pour avoir des astuces et des produits pour pouvoir les soulager. Mes tensions sportives qui se sont accentuées quand j'ai eu un volume d'entraînement sportif qui était plus intense. Ouais. Plus j'avais une pratique intensive, plus j'avais mal. Et derrière, la réponse médicale, c'était tu fais du sport, tu as mal, c'est normal. Et moi, j'étais là, non, j'ai mal tout le temps. Même quand je marche, même quand je prends les escaliers, j'ai un peu mal. Ouais. Donc, j'avais vraiment besoin d'avoir une réponse un petit peu plus adaptée, plus spécifique et pas juste, c'est pas bon pour les genoux. Donc, logiquement, tu as mal au genou, c'est normal et ça va pas aller en s'améliorant. Donc, j'ai essayé un petit peu tout. J'ai commencé à me documenter, je commençais à chercher, je commençais à m'intéresser à la biomécanique du corps, à aller dans toutes les formations qui parlaient de douleur, de mal, de plantes, etc. Et aussi à tester tous les produits en pharmacie que je trouvais, en commençant par les plus connus comme le baume du tigre ou autre, et en allant jusqu'à des produits un petit peu plus naturels, mélange d'huile essentielle, etc. Et ce qui revenait toujours, c'était les odeurs fortes, parce que c'est des produits qui sont très, très odorants. Donc, quand on en met, on va dire que tout le gymnase sait qu'on en a mis. Après, c'était la formule, parce que souvent, on ne sait pas trop ce qu'on se met sur le corps. Les formules sont assez compliquées. Et du coup, on tourne le pot et on se dit, j'espère que ça va être efficace, parce que vu qu'il y a 35 ingrédients, ça a intérêt à l'être. Et puis après, c'était se dire, il y a des plantes que je sais efficaces de manière traditionnelle dans notre pharmacopée. Pourquoi ne pas utiliser ces produits-là? Et l'autre problème, c'est qu'ils n'étaient pas accessibles. Parce que moi, j'étais à Paris et je ne trouvais pas forcément une lotion de Bérum, à part si un oncle, un cousin ou une tante me disait tiens, j'ai fait ça, et puis tu ne sais pas trop dans quelles conditions c'est fait, si c'est plus infusé, moins infusé, c'est infusé au soleil ou pas. Enfin voilà. Donc, je me suis dit, il faudrait, ce serait génial si tout le monde avait l'efficacité de la plante, mais d'une manière pratique à l'emploi, à l'utilisation, sans odeur forte, avec une composition épurée. Parce que ça fonctionnait sur toi? Parce que ça fonctionnait sur moi et sur mon premier test, c'était une 60aine de sportifs, amateurs et haut niveau. Et j'avais des super résultats. Donc, je me suis dit, en fait... Déjà, traditionnellement, on sait l'efficacité. En plus, sur les formules que j'ai moi-même élaborées, j'avais ce retour-là. Donc, je me suis dit,
Et c'est tant mieux, quoi. à la base, c'est quoi le bérum, t'as dit? Oui, j'ai travaillé sur 2 plantes pour l'instant, mais on va en rentrer d'autres. On a travaillé sur le bois d'Inde et sur le piment. Donc, D'accord. c'est 2 plantes qui sont emblématiques un petit peu de la culture guadeloupéenne. Ouais. C'est aussi un effet culturel qui est important à valoriser, mais pour dire, on le connaît pour son côté alimentaire, pour les ragoûts, etc. Pour assaisonner les plats. Mais ça a aussi des vertus santé qui sont très intéressantes et reconnues scientifiquement. D'accord. Et le bérum en tant que tel, je connais pas. C'est quoi? C'est une Alors, infusion de bois d'Inde dans du rhum? c'est la macération, pas une infusion, c'est une Macération. macération, parce qu'il n'y a pas d'étape Ouais. de chauffage, mais c'est une macération des feuilles de banane dans du rhum, tout à D'accord. fait, qui donne une lotion, donc qu'on peut filtrer ou pas, mais qui donne une lotion tonique un peu, et qui permet de frictionner, qui est un excellent remède, on va dire, anti-courbature. Ah ouais, d'accord. Donc on l'a lancé à la base comme ça, mais nous on l'a fabriqué sous forme de gel. Ouais. Donc on a un produit qui est un de nos premiers produits phares qui s'appelle le gel Bérum. Mhm. Et pour accompagner les douleurs musculaires, il y a souvent besoin de chaud parce que, par exemple, dans tout ce qui sera contraction musculaire, ce qui va permettre de soulager le mal de dos, le torticolis typiquement, ce sera plutôt le chaud qui va permettre de délier en fait les contractions musculaires réflexes qui sont en fait qui vont Ah ouais. contracter complètement le corps Et empirer. pour que pour que ton corps se mette en protection. Ah Donc, en ouais, fait, quand tu as d'accord. un torticolis, c'est simplement une contraction réflexe de tous les muscles qui entourent la zone qui est soit souffrante ou soit qui Ouais. pense l'être et qui fait que tu es complètement bloqué par précaution parce que ton cerveau ne veut pas que tu Que tu utilises souffres. la zone Ouais, pour d'accord. pas avoir plus mal. Donc, Ouais. tu es bloqué. Et donc, pour débloquer ça, et c'est souvent ça qui est à l'origine des douleurs, c'est ces contractions musculaires. Donc, il y a deux étapes. Le massage en lui-même. Donc, déjà, Ça peu importe chauffe. le produit Ouais. qu'on va utiliser, le fait de masser va être important. Et après, avoir des produits qui chauffent. D'accord. Donc Pour le ça, piment. on a utilisé le piment parce qu'il y a aussi beaucoup d'études et de plus en plus qui sortent sur l'activité du piment sur certains récepteurs sur la douleur. Il y a énormément de choses qui se font dans le milieu scientifique. Après, il n'y a pas forcément toujours de spécificité sur les espèces et notamment sur notre écosystème à nous. Parce que voilà, on est en Guadeloupe et... Alors ton piment, c'est pas du piment végétarien. Non, Ça alors chauffe pas, le ça. piment végétarien, Si. il a de la capsaïcine, mais en quantité toujours un peu moins importante. Après, peu importe l'espèce finalement, dès que tu as une quantité connue, tu peux savoir. Mais nous, derrière, on veut aller un petit peu plus loin. Donc, on s'est lancé encore un pari qui nous dépasse un peu, d'aller travailler sur de la recherche appliquée. Et donc, d'aller voir vraiment quelles sont les différences dans les différents types d'espèces de piments locaux. Donc, on va aller travailler sur ça, voir s'il y a des différences, s'il y a des espèces ou des molécules chimiques qu'on retrouve à certains endroits et pas d'autres, et comment ça peut être utile pour notre santé à nous dans la Caraïbe et à l'international. D'accord, ok. Donc ça, c'est ton premier produit, c'était le gel thermotonique. Oui, c'est ça. D'accord. Ça, c'est le gel Bérum, et on a le Linamove, donc qui est avec le piment, et le bois d'Inde qui, lui, permet d'avoir cette casquette de crème chauffante. Donc, plutôt d'aller acheter une crème chauffante qui chauffe avec je ne sais quoi et qui n'est pas bonne pour ni la peau, parce que le problème, c'est qu'il y a aussi énormément de problèmes d'allergie qui ne sont pas forcément visibles tout de suite, mais qui derrière vont aller poser. Des fois, il y a des gens qui ne peuvent plus rien mettre sur leur peau parce qu'ils ont mis tellement de choses que la peau expulse complètement tout. Il y a des produits qui sont photosensibles, donc qui vont réagir au soleil. Donc, sous nos latitudes, ça peut poser un peu problème. Notamment certaines huiles essentielles. Donc, il faut aussi faire attention. Qui font des taches, quoi. Qui font des taches, oui. Qui vont accélérer, en fait, la coloration de la peau. Donc, pour lesquels il faut laisser... Soit le mettre plutôt le soir et laisser le corps le temps de l'éliminer. Mais parfois, voilà, c'est entre 8 et 12 heures l'élimination. Donc, il faut faire attention à certains produits. Donc, en tout cas, quand on met des huiles essentielles, on évite de s'exposer en plein soleil. Et puis, moi qui pratique le beach volley, je te laisse imaginer que je suis en plein soleil quand je fais mon sport maintenant. Donc, d'accord. Voilà. Très bien. Et alors, ces produits-là, tu les crées dans le laboratoire qui est au Moule?
Oui. Natillé. Alors, le laboratoire, donc, il faut savoir qu'il y a eu 2 phases dans mon projet. Donc, on a commencé en 2016. 2016, j'étais à Paris et j'étais voilà, dans une dimension voilà, sportive avec mon projet sport. Je travaillais à la pharmacie et j'avais vraiment envie d'apporter quelque chose de plus à juste être pharmacienne dans une officine. J'adore mon métier et c'est pour ça que j'ai voulu le conserver tout au long de mon entrepreneuriat et que je continue encore. Mais c'était, voilà, j'étais dans une phase où je me suis dit, bon, bah, je vais quand même lancer ma marque, on verra où ça me mène. Mais à l'époque, je n'avais pas forcément de laboratoire en propre. J'ai utilisé, heureusement qu'ils étaient là, à l'université où j'ai fait mes études de pharmacie, donc l'université Paris-Cité. Je suis retournée au labo, je suis retournée à la fac et j'ai demandé une collaboration pour pouvoir travailler en tant que jeune entreprise universitaire. Donc, c'est un label que j'ai eu et qui m'a permis de faire mes tests de recherche-développement dans une condition de laboratoire. Et derrière, j'utilisais des salles de production donc, je louais pour juste faire mes productions dans des bonnes conditions. Donc, je ne l'ai jamais fait dans ma cuisine, mais j'étais un peu itinérante et au fur et à mesure, j'essayais de m'équiper pour avoir ce qu'il fallait pour monter un petit peu en gamme. Je commençais par faire 50 crèmes et puis après, jusqu'à 150. Et puis, je suis arrivée à une petite limite où je me suis dit, bon, bah là, soit je sous-traite ma production, soit j'ouvre mon unité. Et j'ai réussi, grâce à un appel à projet de l'OFB, qui était sur la biodiversité en Outre-mer, à décrocher une première subvention sur le côté accompagnement à valoriser la biodiversité. Dans le cadre de ce projet de recherche dont je t'ai parlé, pour lequel j'ai pu embaucher ma première salariée, donc, qui est Céline, qui est en thèse CIFRE chez nous depuis septembre. D'accord. Donc, c'est un projet qu'on a travaillé depuis environ 2 ans. Et en gros, Céline est venue me démarcher parce qu'elle voulait travailler, elle cherchait du boulot. Et moi, je lui ai dit, bah non, je peux pas t'embaucher. Au revoir, merci. Et elle a insisté, elle m'a dit, non, mais je pense qu'on a fait les mêmes formations, on a des intérêts communs. Elle était sportive aussi de haut niveau. Elle m'a dit, non, mais j'aimerais bien au moins qu'on se rencontre. Donc, j'ai dit, bon, c'était pendant le Covid, j'ai dit, bon, ça coûte rien, on va faire une visio. Puis on a tout de suite accroché et en fait, je lui ai dit, bah écoute, moi, je pense que je pourrais toujours pas t'embaucher, mais par contre, la seule chose que je vois, c'est de monter ensemble un projet de recherche en thèse CIFRE. Et elle n'a pas hésité, elle m'a dit, bah, carrément. J'ai dit, bon, bah par contre, je te préviens, on n'a pas les financements, il va falloir aller les chercher. Et c'est comme ça qu'on a commencé à mûrir le projet, à se dire, bon, voici les aspects qu'on aimerait aborder, comment on peut le faire. Qui on peut demander, qui peut être le directeur de thèse, voilà. Et le projet de recherche, du coup, c'est sur ces nouveaux types de produits, les recherches sur le piment, ça en fait partie? C'est ça, tout à fait. On va travailler la valorisation santé des plantes de la pharmacopée. Et voir comment et quels aspects et quels impacts ça a aussi au niveau de l'agriculture. Donc, c'est pour ça que je te disais ce matin. L'agriculture? Voilà, ce matin, j'étais en train de parcourir les champs de 2 producteurs. Parce qu'on essaie de voir un petit peu les impacts que ça peut avoir, puisqu'on est bien sûr sur des productions bio. Et on veut savoir comment, sur quel sol ça pousse, est-ce que ça a un impact, est-ce que en fonction des engrais que tu peux utiliser, ça va avoir un impact sur la quantité et sur les types de molécules qu'on peut retrouver dans les produits. Du coup, que ce soit du bio, de toute façon, c'est le cas. De toute façon, c'est du bio. Moi, j'utilise que des produits bio. Et après, on essaie vraiment d'avoir une collaboration forte avec nos partenaires pour qu'ils puissent être très transparents avec nous sur l'origine de leurs semences, sur la façon dont ils le font. Après, ils sont libres de faire comme eux, ils ont l'habitude de travailler, parce que nous, on n'est pas agriculteurs, on n'est pas là pour leur dire il faut faire comme ci ou comme ça. Enfin, en tout cas, on n'en a pas la prétention et ni l'ambition. Mais par contre, on veut vraiment avoir une vraie traçabilité et pouvoir être sûr de la qualité des produits qu'on va avoir. Et plutôt que d'avoir de la masse et se dire il n'y a jamais de rupture, c'est super, on a du piment qui pique. Et si derrière, on a des produits qui sont pas qualitatifs ou qui sont pollués ou qui abîment les sols ou qui derrière ont des répercussions sur la nature, c'est pas le but non plus.
Et du coup, je me posais la question actuellement, là, dans les produits qui sont déjà en vente, le bois d'Inde et le piment, ils viennent d'où? Alors, le bois d'Inde, on utilise le bois d'Inde de Terre de Bas, D'accord. parce qu'on a eu la chance de rencontrer aussi des producteurs de bois d'Inde sans qui Ils produisent du bois d'Inde. ils Ils ont produisent une du bois plantation de d'Inde. bois Ils d'Inde. ont une plantation énorme de bois d'Inde à Terre de Bas. D'ailleurs, ils font de l'huile et tout ça, non? Ils font de l'huile et tout ça, et ils sont voilà, très qualitatifs et ils sont là depuis longtemps. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui écoutent le podcast les ont déjà croisés. Et moi, c'était une rencontre qui a changé un petit peu la dynamique du projet parce que c'est vrai que c'est des personnes qui m'ont ouvert la porte alors que je pense qu'ils avaient déjà vu passer plein de monde et aussi plein de déceptions. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui voient ça et qui se disent ah bah c'est une mine d'or, enfin voilà, un peu les presser et avoir tout ce qu'on peut avoir et puis les mettre de côté. Et je pense que quand je les ai rencontrés, ils étaient plutôt partis pour se dire une de plus. Et puis j'ai dû un petit peu gagner ma place en leur disant bah voilà, mais moi j'essaie vraiment d'avoir une autre dynamique, d'avoir une vocation de partage. Le but, c'est aussi qu'eux ils puissent bénéficier de la plateforme analytique qu'on met en place, qu'ils puissent utiliser nos services s'ils en ont besoin, notre expertise réglementaire s'ils veulent mettre à jour leurs produits. Enfin, voilà, on est vraiment sur ce partage d'expérience qui est plutôt ouvert et se dire, ben voilà, nous, on est là aussi pour valoriser ceux qui nous fournissent parce que nous, on n'a pas vocation, comme je te dis, d'acheter un terrain ou de planter. C'est pas du tout... c'est ça. C'est pas votre métier. Non, pas du Par tout. contre, c'est un bon partenariat. Donc nous, pour l'instant, alors là, sur les produits qu'on va développer, on va travailler aussi la matière fraîche. Donc on va acheter aussi les feuilles qu'on va sécher et qu'on va travailler. Donc soit en macération, enfin on a plusieurs procédés. Mais on travaille aussi la matière transformée. Donc lui, il fait déjà de la distillation. Donc il distille les feuilles pour en faire des huiles essentielles et des hydrolats. Donc la partie aqueuse, la partie en eau. Et nous, on travaille aussi beaucoup avec la partie aqueuse et la partie huile essentielle. Donc pour l'instant, on travaille les produits déjà transformés. Et c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir des partenaires. Donc, je lance un appel, une bouteille à la mer, de personnes qui sont prêts aussi à transformer. Parce que moi, quand j'ai commencé aussi, ça a été très dur pour moi de sourcer des produits comme de l'huile de coco ou comme des choses qui nous paraissent facilement accessibles puisqu'on a pléthore de cocotiers partout. Et au final, c'était pas chose facile parce qu'il n'y a pas de réseau organisé. Contrairement à des endroits comme la Malaisie où il y a vraiment des cocoteraies ou des gros volumes. Et il n'y a pas de réseau de transformation. Donc, il y a peu de personnes qui sont en capacité de transformer nos matières localement et qui vont dire, par exemple, j'ai une plantation de ricin, je vais m'équiper, voir une presse et avoir de l'huile de ricin locale en quantité suffisante. Parce qu'il y a toujours des gens qui font et qui vont vendre en bord de route. Mais dès qu'on cherche pour des quantités... C'est comment c'est fait? Est-ce que c'est pressé à froid? Est-ce que c'est chauffé? Exactement. Donc, on ne sait pas. Déjà, on ne sait pas. Et même quand on se rapproche, parce qu'il y a des gens qui font très bien aussi, hein, ce n'est pas forcé qu'ils aient un grand laboratoire pour qu'ils fassent bien. Il y a des produits très qualitatifs qui sont faits et qui sont vendus sur les marchés. Mais il y a aussi beaucoup d'opacité. On ne sait pas trop. Donc, est-ce que ce n'est pas de l'huile qui vient d'ailleurs, qui a été remise en flacon? Des fois, il y a ça, déjà. Et il y a très peu en tout cas de producteurs qui sont capables de transformer, même transformation simple, hein, je parle d'une presse. Et huile de coco, il y en a un là, Martin, là, qui fait du bio, huile bio de coco. Je te donnerai ses coordonnées, mais il faut que je les retrouve, mais il produit en quantité quand même. Hein. Pour moi, il y a un vrai levier, surtout que nos matières sont très qualitatives. Tu vois, par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres territoires. Par contre, il faut qu'on reste aussi compétitif parce que derrière, quand tu as une huile de coco qui est, on va dire, 10 fois plus chère qu'une huile c'est sûr. que tu achètes en Malaisie, alors le choix, il
il est fait parce qu'on veut soutenir quand même l'économie locale, mais il faut aussi que derrière, on ait un retour. Parce que nous, on absorbe ces coûts-là, mais Bien sûr. faut que ça soit dans les deux sens. Et il ne faut pas que du jour au lendemain, le producteur me dise « Ah ben non, t'es bien gentil, mais j'en ai plus et j'ai plus envie de t'en vendre. » Donc, il y a ça aussi. C'est se dire... Mais après, c'est toujours la même chose si pour eux, s'il y a un point d'entente qui fonctionne au niveau business, tu crées une filière. C'est facile à dire, c'est pas toujours sur le papier, c'est génial. Et moi, j'ai naïvement commencé comme ça en me disant mais c'est super, on peut s'entendre, j'achète des quantités régulières. Et parfois, c'est pas toujours le cas. L'idéal, ça serait te rapprocher. Ouais, c'est drôle parce que là, j'avais un invité tout à l'heure, Steve Salim. Tu connais? Ah, bah justement, je cherche à le contacter, mais tu es l'homme au contact, Bertrand. Je vais... Tu me partages les numéros. Parce Il est du moule, il est au moule aussi, là. Tout à fait, il est au moule et il travaille avec un collectif d'agriculteurs Tout à fait. qui sont dans cette démarche naturelle. Donc, il a son label Naturel Pays et typiquement, ce genre de truc, peut-être que les agriculteurs avec qui il bosse pourraient être intéressés, quoi. Bah, carrément, et c'est vrai nous, on était aussi dans cette dynamique de se dire, bah, si peut-être il y a des investissements à faire, bah, on serait prêt à les faire, mais par contre, on ne le fera pas si on n'est pas sûr derrière d'avoir la filière qui suit et qui nous accompagne, parce que nous, on n'est rien si on n'a pas les agriculteurs et qui jouent le jeu, et qui jouent le jeu en bio. Ouais. Donc, ça fait beaucoup de contraintes. Et par contre, il faut que tu sois certifié absolument. Alors, moi, je suis pas... J'ai été dans un label bio. J'en suis sortie parce que c'est le label le plus strict au niveau bio. Donc, je respecte ce cahier des charges-là, qui est le label Nature et Progrès, qui est OK pour les magasins bio et pour voilà. Moi, j'en suis sortie parce que je me retrouvais pas vraiment dans leurs valeurs, puisqu'ils ont certes le côté éco-responsabilité, etc., mais ils n'ont pas forcément la notion de l'industrialisation. Et ils vont demander énormément de choses et dans leurs contraintes du cahier des charges. Mais pour autant, derrière, ils n'ont pas du tout de notion de ce que c'est qu'une chaîne de production. Ah ouais, d'accord. Donc derrière, par exemple, ils m'ont fait la remarque quand ils m'ont audité, est-ce que j'achetais de l'huile en bidon en verre? Donc, je leur ai dit, ben non, puisque j'achète mes huiles par 20 kilos. Donc, je n'aurai pas de bidon en verre, en fait. Et ils m'ont dit, ah, mais vous vous rendez compte? J'ai dit, oui, mais en fait, c'est mieux d'avoir un seul bidon en verre un seul bidon en plastique de 20 kilos que 20 bouteilles en verre, en fait. Parce que derrière, ça demande beaucoup plus d'énergie pour le recyclage de ces bouteilles en verre. Et du coup, tu es toujours certifié avec ce label? Non, j'en suis sortie depuis 3 ans maintenant. D'accord. Et je m'en porte très bien. Ouais. Et j'ai le droit de le dire parce que c'est un podcast, mais je suis un petit peu anti-label. Parce que pour moi, c'est un peu mon côté militant. C'est juste que je me dis que tu payes en fait un label. Donc en fait, tu adhères, on te demande de respecter les règles, mais pour autant, tu payes. Et tu payes comment? Tu payes une adhésion, mais tu payes aussi un pourcentage de ton chiffre d'affaires. Ça veut dire que moi, petit TPE, je dois faire des pieds et des mains pour respecter le cahier des charges. Ouais. Mais par contre, derrière, L'Oréal ou un grand groupe se dit moi, je veux sortir une marque bio et labellisée. Bah, tu peux être sûr qu'on ne va pas lui chercher de bêtises, même s'il ne respecte pas exactement le cahier des charges. Et ça se sait. Ah ouais. Et ça a été vu. Et il y a des dérogations qui sont... Voilà. Ça se sait clairement dans le domaine. Et moi, du coup, ça m'a un peu refroidi. C'est ce que j'allais dire, en fait. Ouais, bah, c'est sûr. Mais en fait, c'est quand tu parles de label, quand tu commences à t'adresser à du très grand public, mettons quand tu es dans la grande distribution et que tu as le choix entre 25 crèmes, là, c'est important pour toi peut-être d'avoir le petit logo qui va rassurer les gens. C'est ça. Mais pour l'instant où tu es encore comme niche et qu'on sait qu'il y a une vraie conscience, il y a une personne qui est derrière, c'est plus un handicap qu'autre chose, quoi. Bah, moi, je préfère prouver mon process et que les gens se reconnaissent dans l'histoire, dans
dans tout ce qu'on fait, dans la qualité des produits qu'on sort, plutôt que dans un logo. Parce que derrière, moi, j'ai pas envie de payer pour les autres. Et tu sais, on voit beaucoup ça. Il y a beaucoup de marques américaines ou canadiennes où finalement, ils sont pas labellisés. Ouais, les gens savent qu'ils sont tellement éthiques, et que ce soit pour leur personnel, pour le choix de leur sourcing, de tout ce qu'ils font, ils vont au-delà de même de ce que tu peux imaginer. Exactement. Que juste la marque parle d'elle-même, et la marque, c'est le label, en fait. En fait, c'est ça. Et je trouve que c'est beaucoup plus logique, plus respectueux des process. Parce que toi, en tant que fabricant, tu sais très bien ce que ça coûte de faire ce qu'ils demandent. Et parfois, c'est pas faisable. Donc, plutôt que de te mettre en inconfort et de te dire, mais je vais pas faire ça parce que je sais que ça passera pas avec le certificateur. Mais ça passera pas parce que c'est pas bien, mais parce que dans leur process, c'est pas dans la grille. Tout à fait. Donc, du coup, tu te rends compte que tu es toujours hors champ et tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de payer en plus pour ça, pour te faire fouetter? Et puis, donc, tu sais que tes clients, ils te font confiance. Donc exactement. Et c'est pas ça qui... Enfin, franchement, j'en suis sortie. J'ai pas eu de différence. Je voyais pas les gens qui venaient de la part du label. Juste là, tu me parlais de crème parce que j'ai repensé à ça. Là, tu me parlais, j'y pensais à un truc que j'ai acheté hier. Il y a 2 choses qui m'ont énervé quand ce que j'ai acheté. Je ne citerai pas la marque. Il y avait marqué 98% de produits naturels. Ouais. Et là, je me suis dit, attends, est-ce que c'est pas 98% d'eau déjà? Parce que regardez, premier ingrédient, c'est l'eau déjà. Donc, il y a peut-être, je sais pas, au moins 80 ou 90% de flotte là-dedans. Ouais. Ça veut dire que dans les 10% qui restent, il y a 8% de naturel et 2% de pas naturel. Et en fait, quand je regardais les ingrédients, finalement, c'était que des noms que je comprenais pas. Lauryl, sulfate, je sais pas trop quoi. Alors, ils sont pas tous mauvais, hein, mais... Ah, peut-être, ça, tu sais mieux que moi. Pour moi, c'est du chinois. Mais dans tes produits, tu as combien de... Là, tu citais, je sais pas combien d'éléments dans ton produit tout à l'heure, mais toi, dans tes produits, tu en as combien? Alors, nous, on essaie de respecter le maximum de 10. D'accord. Ce qui paraît élevé, mais qui n'est pas forcément élevé parce que je peux t'assurer que c'est plutôt entre 20 et 30. Ouais. Et nous, on respecte 10 parce qu'en fait, dans les listes d'ingrédients que tu vois au dos des produits, tu es obligé d'éclater la formule. Donc, par exemple, des fois, tu mets qu'un composé, mais il y en a 5, en fait. Surtout les composés qui sont très travaillés. Et plus tu as des composés, plus tu as des textures qui sont spécifiques, qui sont très travaillées. Parce qu'en fait, les industriels, la science de la formulation, c'est de travailler sur la texture, sur le toucher, sur l'odeur et sur la couleur et sur le parfum. Donc, sur ces 5 aspects-là, tu vas avoir des ingrédients, mais ça ne veut pas dire que tu vas en mettre 10 fois plus dans ton process, en fait. Tu vas peut-être mélanger aussi 5 ingrédients comme je fais moi. Mais par contre, en termes de formule d'étiquetage, donc c'est un étiquetage qui est réglementaire, qui s'appelle la liste INCI, qui est une liste internationale de produits chimiques, et qui va faire que tu seras obligé de décomposer l'ensemble de tes ingrédients. Et ces ingrédients-là, c'est des ingrédients qui sont de synthèse ou qui sont... Comment ça dépend. Il y en a qui sont biosourcés, il y en a qui sont naturels et extraits de manière éco et qui sont chimiques. Donc, il y a des dérivés qui sont complètement naturels, mais issus d'huile végétale, par exemple. Il y a des produits qui sont issus de naturel, mais transformés par la chimie. Et tu as des produits complètement de synthèse. Donc, il y a des produits qu'on n'arrive pas forcément à faire de manière naturelle, ou alors qui ne sont pas forcément efficaces s'ils sont naturels. Par exemple, les conservateurs. Il y a certains conservateurs. Il faut savoir que dès que tu mets de l'eau, tu es obligé de mettre tes conservateurs. Enfin, pas forcément obligé, mais... tu dois t'assurer d'avoir un système de conservation qui est efficace. Et plus ton conditionnement, donc ton emballage, sera ouvert, plus il y a de risques qu'il soit contaminé. Par exemple, un pot où tu mets tes doigts qui ne sont pas forcément propres, même si on se lave les mains, mais on a toujours des bactéries au niveau des doigts, il faut que tu t'assures que dès que tu mets ton doigt dans ton pot, et peut-être plusieurs fois par jour, et peut-être sur un an, tu n'auras pas un gros champignon qui apparaîtra ou des bactéries qui apparaissent. Donc, il faut t'assurer. Donc, ce n'est pas forcément mauvais d'avoir des conservateurs, mais par contre, il faut t'assurer que ton produit il soit capable de tenir le coup. D'accord. Donc, après, ça, tu peux aussi jouer sur l'emballage. Donc, par exemple, on utilise des tubes qu'on appelle airless. Ce sont des tubes qui nous permettent de mieux conserver puisque tu ne vas pas mettre de doigts dedans. Et qu'il n'y aura que du produit qui va sortir, et tu vas aussi limiter l'entrée d'air.
Donc, il n'y aura pas d'air aussi qui va rentrer dans ton produit. Et ça limite les phénomènes d'oxydation qui peuvent arriver avec les matières grasses, par exemple, qui sont dans les produits. Et aussi, ils dosent la quantité, c'est ça? Et aussi, ils permettent de doser la quantité. Donc, c'est un petit plus qui nous permet de... Donc, il y a 2 plus. C'est que ça te permet à chaque fois d'avoir la même quantité, mais aussi de vider à quasiment 100% ton tube. Ouais. Parce qu'on a tous eu cette expérience misérable du dentifrice qu'on a coupé au bout parce qu'il en restait. Et c'est en fait entre 20 et ça peut aller jusqu'à 30% du produit qui peut rester dans un flacon, puisque il y a la pompe, il y a tout ce qu'il faut. Du coup, tu limites le gaspillage comme ça. Et du coup, tu limites le gaspillage. Tu fais aussi en sorte que les personnes ils aient conscience de ce qu'ils utilisent et qu'ils l'utilisent en conscience. Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont l'impression que parce qu'ils vont se tartiner, ils seront moins mal. Et parfois, ce n'est pas le cas. Alors, je reviens à mon expérience hier de crème. Et le deuxième truc qui m'a énervé, c'était le fait que c'était du plastique. Oui. Toi, tes pots, ces tubes-là, ils sont en plastique aussi. Hein. Tout à fait. Alors moi, je ne suis pas du tout anti-plastique, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Parce que, justement, il y a eu une grande mode du plastique végétal. Ouais. Tout était en plastique végétal, il fallait qu'il y ait du plastique végétal partout. Mais en fait, ça, c'était une mode de ce qu'on appelle du greenwashing. Donc, le greenwashing, c'est le marketing du verre qui fait qu'en fait, tu vas mélanger du plastique traditionnel avec du plastique, par exemple, issu de canne à sucre ou d'autres plastiques biosourcés. Mais le problème de tout ça, c'est que tu vas aller faire des plastiques d'origine multiple qui seront beaucoup plus difficiles à recycler. Et il n'y a pas franchement de vraies solutions pour l'instant. Je sais qu'il y a d'autres solutions. Il y a des personnes qui commencent à se lancer, mais on est quand même encore loin d'avoir des solutions de packaging durables et utilisables par des TPE aussi. Ça, il faut le dire, parce que l'industrie du packaging en cosmétique, c'est très difficile parce qu'il faut des quantités énormes pour pouvoir s'approvisionner. Donc, quand tu commandes un tube, il faut que tu en achètes 20 000. Et tu n'es pas sûr de vendre les 20 000. Ça coûte, même si ça coûte moins d'€1 le tube, il faut lâcher 20 000 €, quoi. Donc, tu peux pas acheter en petite quantité parce que c'est très spécifique comme emballage. Ouais. Et nous, on a pensé aussi à se dire, on va aussi sortir une gamme un peu essentielle avec des packaging verts, mais qu'on va nous auto-claver. Donc, on va re-stériliser, qu'on va remettre dans... C'est ça que j'allais dire. Est-ce que ça, c'était dans tes plans? Ça, c'est dans mes plans. Mes plans court terme. À court terme? Ouais. D'accord. Donc, d'autres types de produits que ceux-là? D'autres types de produits que ceux-là. Ok. Ouais, ça, c'est la première gamme. Et là, on a une trentaine de références sous R&D et on va commencer... Une trentaine de références. Et là, vous allez du coup exploser, là. On va commencer à sortir, petit à petit, tout ce qu'on souhaite sortir. En fait, ça a fait... ces 2 références-là, elles sont un peu historiques. Elles sont là depuis le début, mais elles sont historiques aussi parce qu'elles fonctionnent. Et qu'on a des très bons retours. Et comme tout entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Et au moment où j'ai voulu arrêter, j'ai été rattrapée par les clients qui me disent « Ah c'est génial, j'ai plus mal ». Et là, tu dis « Bon, ok, faut quand même que pour ces personnes, je n'arrête pas parce que c'est important aussi de se dire qu'on apporte des solutions. Parce qu'on est là pour fournir des outils, à la fois faire comprendre ce qu'ils ont comme type de mots, comme type de lésion, mais aussi les accompagner et les écouter. Ok, je comprends. On n'a pas parlé de Papillier. Ah C'est lui qui t'a inspiré pour faire cette gamme de produits? Tout à fait, en fait. Papillier, c'était mon grand-père. Il n'est plus parmi nous, mais j'ai voulu lui rendre hommage en fait en faisant ma gamme parce qu'il voulait absolument que je connaisse mes origines, que je sois... au fait de toutes les plantes, tous les fruits et légumes locaux, tropicaux, que je goûte tout. Et il m'a donné ce goût, en fait, de la découverte et de la valorisation. Donc, il me parlait beaucoup de sa maman aussi, de ce qu'il mangeait. Il avait un énorme jardin. Donc, quand j'étais petite, moi, j'ai eu la chance je sais pas si c'est une chance, mais je n'étais pas à la crèche. Et j'étais tout le temps dans ce jardin où il y avait plein de fleurs, plein de fruits, plein d'arbres, plein de plantes. Et mon grand-père,
il était là pour nous dire, tiens, tu connais ce fruit-là, on l'appelait comme ça faisait ça. Et du coup, ça m'a, on va dire, marqué depuis mon jeune âge. Et quand j'ai été diplômée, donc il était encore en vie. Et ça m'a, en fait, je me suis dit, mais je dois garder cette transmission-là. Et j'ai toujours voulu, dans mon cheminement entrepreneurial, le maître mot, c'est la transmission. Donc, c'est vraiment se dire, OK, nos anciens, ils nous apportent vraiment quelque chose. Pourtant, il n'était pas pharmacien, il n'était pas médecin, il n'était pas... Enfin, ce que tu veux, il n'était pas du tout dans le domaine scientifique, mais par contre, il avait à cœur de transmettre. Et il voulait se dire, je veux qu'il y ait quelque part cette transmission qui ne se perde pas. Imagine, on est en 2043. Oula! Et tu as accompli... 2043, dans 20 ans. Ouais. Tu as accompli tous les rêves que tu rêvais d'accomplir avec ton entreprise ou autre. À quoi ressemble ton univers? Mon univers? Ou ton entreprise? Déjà, moi, je me vois encore proche de mes patients parce que c'est une ferme volonté que de rester proche des patients parce que c'est eux qui nourrissent en fait les projets et c'est grâce à eux que on fait des produits et qu'on crée, on cherche sans arrêt à trouver des solutions pour les soulager. La deuxième chose, ce serait vraiment qu'il y ait beaucoup plus de prévention et que notre pharmacopée soit encore plus mise en lumière, mais de manière aussi physique, concrète, avec plus de produits dans nos pharmacies qui sont produits localement, parce que y a quand même 99% des produits en pharmacie qui sont importés. Et, 99%? Ouais. Ah ouais. Donc le bateau, il n'arrive plus, on ne vend plus rien, on ne se soigne plus. Ouais. Et ça m'attriste parce que je sais aussi qu'il y a 80% de la biodiversité française qui vient des Outre-mer. Pas que de la Guadeloupe, mais des Outre-mer. Parce qu'on a énormément de plantes endémiques, donc de plantes qui sont uniquement sous nos latitudes et qui poussent sur nos territoires. Et elles n'ont pas été brevetées encore par les laboratoires? Alors, on ne brevette pas une plante parce que c'est la nature. Et heureusement, merci. Parce que sinon, on n'aurait plus possibilité de faire. Mais ça n'a pas été fait ça au Brésil ou quoi? Je ne sais plus, non Non, on ne brevette pas une plante. Par contre, on peut breveter un procédé d'extraction d'une plante ou un principe actif qu'on retrouve dans une plante par rapport à un procédé d'extraction. Donc, il y a aussi beaucoup de mésinformations sur les brevets parce que c'est quand même un process qui est très réglementé, très documenté et qui aussi, quelque part, ouvre l'accès à la découverte, puisque j'ai par exemple une société avec qui j'ai eu à travailler qui m'a dit moi j'ai breveté mon procédé avec mon actif issu de ma plante et je me suis retrouvée à un salon international à côté d'une société chinoise qui avait exactement le même produit que moi. Et pourquoi? Parce qu'il avait vu le brevet et qu'il avait complètement copié le brevet. Parce que voilà, il y a aussi pas mal d'informations aussi à faire sur ce sujet-là. Et c'est pour ça que je le disais en introduction que j'étais pas uniquement sur le versant scientifique qui me passionne, mais aussi sur le côté réglementaire pour pouvoir aussi accompagner. Alors, on n'a pas forcément les réponses, on va pas forcément dire ça pour toi, il faut ça. Et c'est ça ou rien. Non, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais on pourra peut-être orienter. Et c'est l'entrepreneur, puisque c'est l'entrepreneur qui est personne responsable de sa marque, qui va pouvoir prendre ses choix en conscience. Ok, super. Écoute, Agnès, merci beaucoup pour cet échange. Merci Bertrand, c'était top. Ouais, j'espère que nos auditeurs ont eu du bon temps et ont appris des choses. Je pense que oui. Je suis sûr même. Donc, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à commenter, à continuer à nous envoyer des questions, commentaires, à liker, à partager. Surtout. C'est important. Les entrepreneurs, les podcasteurs ont besoin de votre soutien. Je confirme. Et ne serait-ce que liker ou mettre en favori dans son espace d'écoute, c'est beaucoup parce que ça permet vraiment de faire connaître le podcast. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, on va mettre des liens on va mettre les liens vers ton site. Ouais. Ok, Natillé. Et tu disais que tu avais un podcast aussi, c'est vrai? Tout à fait. Qu'on retrouve sur les plateformes Apple Podcast. Exactement.
qui s'appelle, rappelle-moi le nom. Bien dans ton sport. Bien dans ton sport, ouais. On parle de conseils et de santé naturelle autour de la forme. Donc, qu'on soit sportif de haut niveau ou monsieur tout le monde qui ne fait pas beaucoup de sport ou qui veut s'intéresser ou qui veut s'y mettre ou qui s'intéresse à la thématique. Et on aborde vraiment, on balaye tous les sujets du dopage à l'alimentation santé, à comment, qu'est-ce qu'une courbature, à la naturopathie dans le sport, quels sont ses intérêts. Voilà. Donc, parfois, je suis seule, souvent. Et parfois, je fais des interviews soit avec des ostéopathes, soit avec des professionnels qui, en tout cas, peuvent partager un avis sur une thématique en particulier qu'on va aller approfondir lors d'un épisode, lors d'un échange, et qui pourrait apporter un plus dans une pratique sportive. Ok, excellent. On mettra aussi le lien vers le podcast. Et du coup, allez liker aussi le podcast d'Agnès. Tant qu'à faire, allez liker les deux. Merci d'avoir écouté le podcast et on se voit dans un prochain épisode. Régénération Caraïbes, le podcast.